L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé et en l'absence de Hugues Gonneau qui est toujours sur le vieux continent quelque part en train de se ressourcer. On le retrouvera d'ici peu. Mais beaucoup d'actualités, Louis-Philippe, cette semaine. Ouais. Évidemment, on va revenir en deuxième partie d'émission sur la Honda Prélude que je suis allé voir, modèle de production cette semaine. On va revenir là-dessus sur les intentions d'Honda par rapport à ce modèle-là. Mais on va parler de véhicules électriques parce qu'évidemment... on a reçu des nouvelles données sur la chute des ventes de véhicules électriques chez nous. C'est presque un sommet. Ouais. Ça illustre deux choses, parce que non seulement les véhicules électriques ont baissé en popularité de façon, on peut presque dire violente, mais en même temps, il se vend plus de véhicules neufs qu'à pareille date l'année passée. Ben oui, selon Statistique Canada, juste on prend, mettons, le deuxième trimestre, là, c'était 5,9 % je pense, d'augmentation. Là, après ça, c'était 5 %. On vend beaucoup de véhicules. Puis on en parlait aussi, il y avait des catégories drôles qui ont augmenté, comme les mini-fourgonnettes, par exemple, je pense que c'était 29 % Catégorie plus haute aussi, les hybrides, hein, c'était 60 % d'augmentation dans la même période. Ça, je parle au Canada au complet. On voit essentiellement qu'il y a eu une migration massive de l'électrique à l'hybride. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ont goûté à l'électrique, n'y retoucheront pas une deuxième fois, mais ne veulent pas revenir à un véhicule à essence conventionnelle. La solution, elle est entre les deux. Alors, le compromis a été fait, puis il y a de plus en plus d'offres hybrides. Hein. Je parlais de la hausse fulgurante des mini-fourgonnettes, comme tu vas nous parler tantôt avec la Carnival hybride. Ouais. Ça intègre de nouveaux segments. L'hybride, la technologie est plus disponible à tout le monde. Fait que ça multiplie, c'est ça exactement. Donc, il y a des mauvaises nouvelles pour les véhicules électriques, pour tous les facteurs qu'on a parlé dans les derniers mois, subventions, tarifs, etc., etc. Ouais. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles aussi pour des véhicules qui consomment un petit peu moins, là. Effectivement. Alors, grosso modo, 40 % de baisse de vente de véhicules électriques en juillet de cette année par rapport à pareille date l'année passée. C'est doublement dramatique quand on sait qu'il y a encore plus d'offres sur le marché qu'il y en avait l'année dernière. Des constructeurs qui sont arrivés récemment avec des véhicules électriques. Je peux penser à Hyundai qui pensait faire un tabac avec l'Ioniq 9. On n'en voit à peu près pas sur les routes. Ouais. Tu sais, ce genre de produit-là devait se démocratiser énormément. Il y a aussi, évidemment, la chute libre des ventes de Tesla qui fait mal, parce que Tesla comptait pour un gros pourcentage de ventes de véhicules électriques. Ouais. Et on entend des mouches voler, encore une fois, chez les distributeurs Tesla. Alors, c'est pas le produit qui est en cause, c'est vraiment l'image de marque. Elon Musk qui a, on peut le dire, saboté tout le travail qu'il avait fait depuis 2012 au moment où il a amené des véhicules sur le marché. Ouais. C'est ouvert un restaurant, ça a l'air. Oui, j'ai l'impression que... En fait, chez Tesla, j'ai l'impression que dans les dernières nouvelles, on veut le garder, on y offre des milliards de dollars en rémunération. Mais en tant que constructeur automobile, Tesla est à la croisée des chemins. Il y a toutes sortes d'affaires qui vont pas bien. Une base sur laquelle le constructeur se fiait, c'était les subventions et les crédits carbone qu'aux États-Unis, oublie ça fonctionne plus. Donc, cette compagnie-là va continuer parce que ça va être une compagnie technologique beaucoup plus qu'un constructeur automobile. Ouais. Tous les constructeurs aiment ça, dire ça. Nous autres, on fait beaucoup de technologie. Je pense que Tesla est agile parce qu'on n'a pas un portefeuille de produits extraordinaires. Juste à dire, Tesla n'est pas agile, est à Elon. Ah! Agile Musk. Ça me tentait. Ça va être, dans les prochains mois, on va voir encore plus d'actualités avec Tesla, mais je pense que ça va être des robots, les robots taxis, les toutes sortes d'affaires comme ça. Et le catalogue de produits, on va avoir de quoi de funky ici, là, une fois de temps en temps, mais je pense que les actionnaires veulent des technologies. Est-ce qu'on va voir arriver cette fameuse Tesla d'entrée de gamme promise à 30 000 $? J'ai des doutes de plus en plus. Mais ça ne freinera pas certains autres constructeurs comme Kia qui ne changent pas leur plan au niveau d'amener le V5, le V3, la PV5 aussi, que j'aurai la chance d'aller voir d'ici quelques semaines du côté de la Corée du Sud. Alors, bref, beaucoup de nouveautés dans le monde de l'électrique, dans un marché qui est en chute libre. Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que
je veux juste vous illustrer un truc. Les gouvernements ont travaillé très, très fort. Quand je dis pour rentrer dans la gorge des consommateurs, la voiture électrique, ben c'est un exercice publicitaire massif qui a été fait en 2023-2024 pour vendre l'auto électrique comme la 7e merveille du monde à une masse de consommateurs. Et tu sais quoi, ça a fonctionné. Ah oui? Parce que les ventes ont été en forte augmentation chez nous au Québec par rapport au reste du marché nord-américain. Là, je parle pas du marché canadien. Parce que on avait réussi à nous convaincre que c'était la solution L majuscule, A majuscule, souligné, caractère gras. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a donné 12 000 $ de subventions, taxes incluses, à des consommateurs. On a amené une masse de véhicules électriques sur le marché du Québec, en boudant le reste du Canada, parce que là-bas, ça se vendait moins, il y avait moins de subventions. Et les consommateurs québécois en ont acheté comme jamais. Avait-il raison de le faire à ce moment précis, considérant que l'offre semblait super alléchante et que les constructeurs donnaient l'impression d'ouvrir les vannes en faisant cadeau, entre gros guillemets, de leur véhicule aux consommateurs? Bien, c'est sûr qu'à cette époque-là, on avait l'impression que c'était le deal du siècle. Et donc... Ah oui, puis surtout quand on avait des véhicules que les prix étaient similaires si tu prenais le véhicule à essence puis le véhicule électrique. Bien, le coût de revient. Le prix n'était pas similaire, mais le coût de revient semblait... Bon, par exemple, un Chevrolet Equinox essence ou électrique, ben l'électrique coûtait le même prix parce que tu avais 12 000 de subventions. Puis donc... C'était stupide de prendre le véhicule à essence, là, à ce moment-là. Pour la grande majorité des gens, oui. Et d'ailleurs, Chevrolet n'a pas vendu d'Equinox à essence pendant un certain temps, même si le véhicule était 100% nouveau, soit dit en passant. Alors, ceci illustre cela, mais évidemment, avec l'autre élément qui a fait en sorte qu'on s'est littéralement garoché chez les concessionnaires, c'est parce que on annonçait la fin des crédits gouvernementaux au Québec, ou du moins sa diminution de façon drastique au 31 décembre 2024. Ça passait de 7 000 à 4 000. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que quelques semaines plus tard, le fédéral allait complètement couper les crédits qui étaient de 5 000 $. Bon, là, on a promis qu'on allait les ramener en juin dernier. C'est une promesse qui on ne sait pas si elle va être tenue. On va le savoir lors du dépôt du prochain budget. Mais en attendant, ça a fait très mal aux ventes de véhicules électriques tout au long de l'été parce que les gens attendent le retour de ces crédits fédéraux qu'on nous a promis il y a maintenant plus de 3 mois. Mais ce que je voulais illustrer, et mon point ici, c'est que quand on dit que les gens ont eu raison de se procurer massivement des véhicules électriques parce qu'ils étaient convaincus que c'était l'affaire du siècle, ben là, on a la preuve que c'était pas le cas. Et j'ai sorti ici un chiffre que je vais vous sortir. C'est un exemple, mais c'est vrai pour la très, très grande majorité des véhicules électriques. Alors, un Chevrolet Equinox LT, traction, sans option, coûtait à l'automne 2024 51 525 $ transport, préparation, frais de concessionnaire inclus. Ça, c'était le prix de base du véhicule. On retranchait de ce montant 10 437 $ de subventions fédérales provinciales, 12 000 taxes incluses ou 10 437 avant taxes, pour un prix vendant de 41 088 $ plus taxes. Alors ça, c'était le prix vendant d'un Equinox électrique en 2024, que ce soit un 2024 ou un 2025, parce que les prix n'avaient pas bougé. OK? Ça faisait en sorte que si tu finançais le véhicule sur un terme de 72 mois, tu payais, crédit inclus, tout ça, là, 781 $ par mois pour ton Equinox EV 2024, taxes incluses. Alors là, ça semblait super alléchant. Tu disais 781 $ par mois, je ne mets pas une goutte d'essence. Mon coût de revient à la fin du mois est donc moins cher que celui d'un Equinox à essence que je vais payer 650, puis dans lequel je vais mettre 250 $ d'essence. Peu importe comment tu faisais tes mathématiques, ça semblait super alléchant. Et là, j'ai fait le calcul pour un 2025. Actuellement, là, on est en septembre 2025. Eh bien, regarde la différence. Ton 781 $ par mois, en 2024, il était financé à un taux de 5,99 %. Évidemment, Chevrolet ne mettait pas un sou de rabais sur son véhicule. On les vendait de toute façon.
Mais actuellement, on te finance le même véhicule à un taux de 0% sur 72 mois et le véhicule coûte 3 100 $ de moins qu'à pareille date l'année passée. Et il y a encore un crédit gouvernemental qui s'applique de 3 479 $, ce qui est le crédit provincial. Il n'y a plus de crédit fédéral. Donc, coût total du véhicule avant taxe, c'est 44 946. Il était de 41 088 l'an dernier. Donc, l'écart est de pas tout à fait 4 000 $, mais parce que tu as un taux de financement à 0 au lieu de 5,99 l'an dernier, ben, ta mensualité sur 72 mois est à 703 $ par mois en ce moment. Donc, remarquez ceci, là. Le véhicule coûte en fait, la subvention est passée de 12 000 à 4 000, mais le véhicule te coûte quand même en ce moment près de 80 $ de moins par mois à l'achat sur 72 mois. C'est le taux d'intérêt. Ben, c'est le taux d'intérêt, puis ce que le constructeur a mis en incitatif sur le véhicule, parce qu'on a baissé le prix du véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, le gouvernement a fait cadeau aux constructeurs automobiles de montants généreux pour qu'ils puissent vendre leurs véhicules au plein prix. Regarde ça comme tu voudras, mais aujourd'hui, tu obtiens un Equinox pour 703 $ par mois. Et pire que ça, si tu retirais complètement le crédit gouvernemental actuellement en place de 4 000 $ taxes incluses, ben ton paiement de 703 $ par mois, il passerait à environ 780. Exactement le montant que tu payais l'année passée. Donc, le 12 000 $ de subvention, là, c'est un pur cadeau aux constructeurs automobiles. Dans le cas d'une location, c'est un peu différent parce qu'évidemment, tu viens appliquer le plein 12 000 de crédit sur la portion du montant de location. Donc, si on dit que la valeur résiduelle est à 50 %, ben, tu vas appliquer ton 12 000 $ sur 50 % de la valeur du véhicule, pas sur 100 % comme dans le cas d'un financement. Alors là, c'est sûr que ça vient altérer la chose. Mais regarde bien, l'écart est quand même pas très grand. En 2024, tu louais à 5,9 %, ça te coûtait 543 $ taxes incluses par mois sur 4 ans, 80 000 km par année. En 2025, le taux est à 2,9 %, ça te coûte 590. Donc, 47 $ de plus par mois, mais tu as 8 000 $ de subvention de moins. Et si tu éliminais complètement la subvention, bien, fort probablement que ton paiement de 590 grimperait à 625, 630. Fait que ça vient juste illustrer quelque chose. Les constructeurs automobiles, en ce moment, sont capables de baisser les prix de leurs véhicules électriques, sont capables d'offrir des taux de financement super alléchants qui font en sorte que le véhicule va vous coûter à peu près le même prix, voire moins cher que ce que vous payiez l'année dernière alors qu'on donnait 12 000 $ de crédit. Alors moi, je lève la main et je dis ceci. Si le fédéral ramène un crédit de 2 500, 5 000 $ pour un véhicule électrique dans les prochains mois, on va le savoir lors du dépôt du prochain budget, ben ça va juste faire en sorte que les constructeurs automobiles vont pouvoir monter leur taux de financement et augmenter le prix de leur véhicule pour que vous en arriviez à la même mensualité ou à peu près au même déboursé de votre poche. Donc, toute cette histoire de crédits gouvernementaux qu'on donne en ce moment, elle est totalement inutile. Parce que le jour où vous retirez complètement les crédits, ce qui, je pense, devrait être fait rapidement de la part du provincial, là, on s'est engagé à ce que l'année prochaine, ça soit 2000, bon. Mais je pense que demain matin, on devrait complètement couper les crédits, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pour que ce soit un marché naturel. Bon, évidemment que la conséquence, déjà, de par la perception des gens, c'est que parce qu'il n'y a plus de crédit, on n'achète plus de véhicules exactement, électriques. Il y a ça. C'est ça qu'il n'y a pas d'allure, parce qu'ils coûtent le même prix. Oui, il y a ça. Puis il y a aussi, je suis d'accord avec tous les constructeurs, en ont beaucoup profité, on l'a vu, de diriger des véhicules vers le Québec parce qu'il y a plus de subventions, de mettre des prix juste en dessous des seuils, tout ça. Bon. Mais
Le véhicule électrique, au début, il y a peut-être 2 ans de ça, même l'an dernier, coûtait beaucoup plus cher aux constructeurs à faire avec des coûts de batterie plus chers, coûts des matériaux plus chers que cette année. Donc, il faut comprendre aussi que là, en ce moment, le constructeur paye moins cher pour chaque véhicule assemblé. L'amortissement du coût de développement. Exactement. Donc ça, il faut prendre ça en considération. Mais je suis d'accord que si j'étais un constructeur, comment qu'on fait le plus d'argent possible? Moi, on veut vendre de la tôle. On la vend aux consommateurs, on la vend au gouvernement, on va la vendre à n'importe qui, cette tôle-là. Si on nous laisse pousser les marges des subventions, tout ça, puis il n'y a personne qui nous arrête, on va le faire exactement. Oui, exactement. Ça, j'enlève pas ça, mais le véhicule électrique coûte de moins en moins cher à assembler, donc il y a quand même ça se répertorie, ça se répercute sur les prix. Ouais. Mais en vérité, c'est que ce qu'on constate, c'est que si on laissait le marché aller naturellement, ce qu'on fait un peu plus présentement, bien là, tu as des ventes de véhicules électriques qui sont sérieusement en baisse. Et comment tu me justifies ça alors que le véhicule coûte le même prix? Évidemment que je te parle pas d'un véhicule de luxe qui, lui, n'était pas subventionné de toute façon. Mais pour les véhicules de monsieur, madame, tout le monde, là, que ce soit un Kia Niro, Ioniq 5, Chevrolet Equinox EV, la Fiat 500, nomme-les, là. Tu veux une Fiat 500 en ce moment, il n'y en a plus de 12 000 de rabais. Check bien ça. Tu vas voir qu'on est parlable. Tu sais, c'est ça que je te dis. C'est que là, le message qu'il faut passer aux consommateurs, si vous voulez un véhicule électrique, bien, sachez ceci. Il n'est pas moins cher. Il n'est pas plus cher que l'année passée. Et si vous souhaitez en obtenir un maintenant, vous avez le pouvoir de négociation. Vous avez la possibilité de choisir le véhicule que vous souhaitez avoir, de la couleur que vous voulez avoir, avec les options que vous souhaitez avoir, et vous allez avoir un bon deal. Et probablement que le jour où le provincial va enlever ses crédits à son taux, il ne coûtera pas plus cher non plus. C'est ça le constat qu'on fait en ce moment. Ouais, c'est fou pareil. Ouais, c'est comme un peu moi j'appelle ça le syndrome Canadian Tire. Là. C'est comme tu vas acheter un set de douille, il est à 200 $. Si c'est écrit gros rabais puis il y en a dans la circulaire, tu vas dire je vais l'acheter maintenant, crème est à rabais. Mais ce set de douille-là peut être à 200 $ un peu n'importe quand. Moi, je lève ma main puis je pose une question. Est-ce que le gouvernement provincial ne s'est pas lui-même tiré dans le pied en octroyant des centaines de millions de dollars de subventions aux consommateurs pour leur faire miroiter un rabais extraordinaire, alors que s'ils avaient laissé aller les choses, les véhicules se seraient probablement un peu moins vendus, certes, mais ils n'auraient pas été nécessairement beaucoup plus chers. Comme tu le dis un peu, parce qu'il y avait un coût d'amortissement. Oui. Par contre... Puis le gouvernement voulait contribuer à amener les véhicules électriques ici, contribuer à cette industrie-là. Alors, c'est le point. Donc, il y a ça aussi au début. On voulait... incitatif, on pas voulait seulement le faire découvrir découvrir aux consommateurs. Exact. Parce que sinon, il y aurait eu probablement beaucoup moins de ventes parce que les gens auraient eu peur. Mais là, par l'effet de dissuasion, ça a fait en sorte que beaucoup de gens se sont lancés dans l'aventure. Alors, il y a du pour et du contre, mais aujourd'hui, en septembre 2025, je peux vous dire un truc, acheter un véhicule électrique, il n'y a plus de bons moments, il n'y a plus de meilleure période, plus besoin d'attendre des subventions X, Y, Z. Si le fédéral en ramène, dites-vous une chose, c'est sûr que les prix vont monter puis qu'on va égaliser le tout. Donc, si vous voulez un véhicule électrique, allez-y. C'est ça, grosso modo, le message. D'accord. Bon, on change pas de registre tant que ça parce que RAM, tu vois, a décidé de finalement tirer la plug sur son camion électrique. On avait promis qu'on lancerait une camionnette RAM REV 100% électrique pour rivaliser avec le Lightning Silverado Sierra EV. Ça n'arrivera finalement pas. Ben oui, on l'a reporté et reporté cette camionnette-là. Puis on en parle souvent à l'émission. Il faut prendre des décisions drastiques chez Stellantis, chez RAM également. On a ramené le MI. On a fait tout ça. On l'a ramené. On l'a remis dans le catalogue. On l'a remis. C'est ça, exactement. Remis dans le catalogue. On continue comme ça. Alors, RAM peut pas se permettre d'avoir des pick-up électriques qui s'empilent d'un cours des concessionnaires à ce moment-ci. Il faut que ça vende, il faut que ça sorte. Et puis, on se l'est dit, les gens qui voulaient des pick-up électriques, je pense que ça l'a vendu quand même. Ça n'a pas été un succès extraordinaire du côté du F-150 Lightning, mais on en a vendu pareil. Ça a été un succès initial, mais là, ça stagne. Alors, ça stagne pas, ça dégringole. C'est ça. Fait que les gens qui le voulaient l'ont acheté. On n'a pas amélioré extraordinairement la technologie non plus. Du côté de chez GM, c'est des pick-up qui sont lourds. On a de la misère à les... C'est une technologie qui n'a pas d'allure, si tu veux mon avis, mais il y a des gens qui
aiment l'autonomie que ça donne. Alors, exactement. Puis on a de la misère à les harmoniser avec les modes de vie ou les modes de travail des acheteurs à qui on vend des pick-up normalement. Je pense que c'est ça. Puis là, maintenant, c'est un marché qui n'a pas d'argent à faire nécessairement en ce moment parce qu'il est saturé. Et puis RAM l'a catché tout de suite, puis on dit, regarde, on n'a pas besoin de mettre ça, ces planches à dessin pour maintenant. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on nous apprend aussi, c'est que le Ram Charger, qui devait être la camionnette hybride rechargeable avec 200 km d'autonomie électrique, va être renommé Ram REV. Ce qui veut dire que ça laisse le nom Ram Charger libre. Est-ce qu'on va utiliser ce nom-là pour la future camionnette intermédiaire de Ram qu'on nous promet pour 2027 ou est-ce qu'on va chez Ram amener un VUS? C'est sûr que si on a mis le nom Ram Charger de côté, c'est parce qu'on va l'utiliser prochainement. Mais on va l'utiliser sur quel produit? Ça, j'ai très, très hâte de voir. Avec la Ram REV, en fait, c'est ça. C'est un véhicule, c'est une camionnette électrique, des moteurs électriques avec un prolongateur d'autonomie qui est un V6 Pentastar. C'est l'affaire qui est un peu drôle parce que le V6 Pentastar, on l'enlève un peu partout. On l'élimine dans le Durango, mais on le garde dans le camion qui a la technologie la plus modeste. C'est une bonne génératrice, on va dire. C'est une bonne génératrice et ça va offrir peut-être 1000 quelques kilomètres d'autonomie. Un véhicule qui va être beaucoup plus adapté aux besoins des gens que je parlais tantôt, qui ont besoin d'un véhicule qui peut faire une certaine distance électrique. Puis après ça, si je vais aller faire du skidoo dans une ZEC au nord de la Tuque, je peux laisser mon pick-up là, puis m'en aller pendant 2-3 jours, revenir, puis j'aurais pas de misère avec. C'est essentiellement ça. Puis c'est surtout que c'est différent de l'offre de Ford et de General Motors. Très différent, c'est ça. Parce que ces deux constructeurs-là n'ont pas d'équivalent au Ram REV. C'est ça. En fait, je m'en ai dit du Ram Charger renommé REV. REV. C'est un peu mêlant tout ça. Mais j'avais pas pensé à Ram Charger tout de suite, que le nom qui allait être là, c'était une bonne... ça fait rêver. Là. Parce que dans la tête, dans l'imaginaire des gens, on va ramener le nom Dakota. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Ram Dakota, ça sonnait bizarre. On l'a eu 1 an en 2011, puis après ça, on a tiré la plug. Mais dans l'imaginaire des gens, c'est un Dodge Dakota. Alors, est-ce qu'on va ramener le nom Dakota ou est-ce qu'on va pas ressortir le nom Ram Charger du chapeau pour le mettre sur un pick-up intermédiaire? Une petite camionnette cool, là. Hâte de voir ce qui va arriver de ce côté-là. Moi aussi. Parlant de pick-up, camionnette intermédiaire, Hyundai nous en promet une pour 2030. Là, on parlait chez Hyundai de toutes sortes de nouveautés hybrides qui allaient débarquer dans le catalogue, Palisade, etc. Puis on veut... on n'abandonne évidemment pas les projets électriques, mais on veut rajouter beaucoup d'hybrides pour combler des besoins dans certains marchés. On n'a pas beaucoup de données, parce qu'en ce moment, l'offre de camionnettes chez Hyundai, c'est ça. C'est ce que c'est. Santa Cruz, en fait, il faut vraiment voir ça comme une camionnette compacte. Oui, exactement, compact. Compact, rival du Maverick, en quelque sorte. Oui, mais avec seulement le gros moteur, il est dispendieux, la variante XRT, etc. Mais là, quand on parle d'une intermédiaire, ça veut dire qu'on pourrait utiliser, par exemple, les composants d'un Palisade. Oui, on pourrait, puis ça pourrait, justement, si on parle d'une hybridation, ça pourrait se développer en un produit. Dans ma tête, c'est on ne peut plus logique. C'est ça. Il existe un Palisade hybride, on va utiliser cette technologie-là pour l'adapter à une camionnette intermédiaire, comme Honda l'a fait avec le Ridgeline et le Pilote. C'est ça. Oui, exactement. Mais préparez-vous, dans ces années-là, il va y avoir de l'offre de camionnettes intermédiaires sur le marché parce qu'avec ces nouveaux produits-là, ça va être quelque chose. C'est surtout qu'il n'y a pas un constructeur qui va te dire que c'est pas payant de vendre un pick-up. Non, surtout bien loadé comme en Amérique du Nord. Oui, c'est ça. On ne sera pas dans le profit d'un F-150 ou d'un Silverado, mais enfin bref. Mais les prix vont... Tu sais, le Dakota, il y en a un en Amérique du Sud en ce moment, puis c'est un véhicule qui est complètement différent de qu'est-ce qu'on va avoir. Ça n'a rien à voir. Pas la même échelle de prix, pas le même équipement. Non. Qu'est-ce qu'on veut lancer? Ça va être quelque chose qui va être dispendieux avec tous les équipements qu'on peut pour justement avoir une marge, un prix, puis que ça soit payant. Voilà. Par ailleurs, parlant de camionnettes, Colorado Canyon, on a suspendu la production. Oui, en fait, on n'a pas spécifié autre chose qu'un problème de chaîne d'approvisionnement. Et puis ça, c'est quelque chose qui va commencer à arriver un peu ici et là, peut-être un peu plus maintenant, parce que justement, on a de la mise... Avec l'histoire des tarifs, tout ça, les véhicules sont faits très intégrés en Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis. Nous autres, on fournit beaucoup de pièces, par exemple avec Multimatic pour les véhicules GM, les camionnettes, des pièces de haillons, des pièces de suspension, etc. Donc, les
constructeurs américains qui assemblent aux États-Unis veulent commencer à diversifier un peu leur chaîne d'approvisionnement pour être capable de ne pas être dépendant des manufacturiers de composantes au Mexique et au Canada si jamais la situation des tarifs devient intenable. Ouais. Ça, là, c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que j'ai lu dans l'article parce que GM n'a rien dit pourquoi. C'est ma propre déduction de dire que on prend un break, on va vendre qu'est-ce qu'on a en ce moment, puis on va voir si on est capable de sourcer des composantes ailleurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est un camion qui se vend bien. Ouais. On n'est pas capable d'en garder en stock. On avait même, à l'époque, ouvert un 3e quart de travail à l'usine de Wentzville pour suffire à la demande. Et là, on arrête temporairement la production. Ouais. Alors, ça va faire mal à General Motors parce qu'il y a du profit dans ces camions-là. Oui, comme on le disait, là, il y a des composantes. Puis si on regarde tout ce qu'on fabrique, nous, au Canada, pour ces véhicules-là, ben c'est sûr que ça va nous affecter. Si jamais c'est un problème d'approvisionnement canadien ou mexicain, ou je ne sais pas quoi. Parce que si on regarde dans les données de la NHTSA, ces véhicules-là sont assemblés aux États-Unis comme plein d'autres véhicules, mais avec 50% fait aux États-Unis. Ouais. Le reste, ça vient du Mexique, de l'Europe, du Canada, etc. Donc, on est en train... Moi, je garde un œil sur cette liste-là de ces composantes-là continuellement parce que tout à coup, la NHTSA commence à la mettre à jour tous les 2 mois, tous les 3 mois parce que les constructeurs commencent à se sourcer un peu pour... C'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Ouais. Bon, révision d'objectifs chez Nissan en ce qui concerne les véhicules électriques. Ce qui fait mal, surtout pour la Leaf, qui est sur le point d'être lancée, la Leaf de 3e génération. Vous aurez deviné qu'on va mettre énormément d'emphase sur le marché du Québec avec la prochaine Leaf. Fort probablement que la campagne publicitaire nationale sera tournée chez nous. On peut s'attendre à ça. Ouais. Et c'est une voiture qui risque d'être lancée chez nous à l'échelle canadienne aussi. Je dis voiture parce que je suis pas capable d'appeler ça un multi-segment ou peu importe. Là. Ça reste une voiture dans ma tête. Ouais. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que l'Aria, qui est un VUS format équivalent à celui du Rogue, est retiré du marché américain. Américain seulement, ça demeure chez nous. Incroyable. Ouais, évidemment. Incroyable. Ouais, évidemment, je pense que c'est un mélange de... prioriser certaines usines à faire certaines choses aux États-Unis, de prioriser aussi des ventes, des ventes de véhicules. Il est assemblé à quel endroit, l'Aria? Je ne sais pas, il est assemblé où. Parce que évidemment, si c'est un assemblage japonais, ça explique beaucoup de choses. C'est ça explique beaucoup de choses. Là, pour nous autres, ça ne nous affectera pas ce véhicule-là chez nous. Par contre, chez Nissan, on veut prioriser d'autres produits. On veut commencer à assembler plus dans les usines du Tennessee, là, si je ne me trompe pas, avec des camionnettes, etc. On a même de la place là, pour sous-contracter, sous-traiter à d'autres constructeurs pour faire des ventes aux États-Unis. Donc, je pense que si on regardait les ventes de ce véhicule-là, qui est arrivé très, très tard sur le marché en l'Aria, on l'a attendu longtemps, lui aussi, c'est une décision de business pour Nissan, qui est un autre constructeur qui doit prendre des grosses décisions. Bon, il est assemblé au Japon, l'Aria. Okay. Alors, ça explique pourquoi on le retire en ce moment du marché américain. Probablement que la chute des ventes et le fait qu'on ait certains stocks aux États-Unis en combinaison avec les tarifs qui font mal pour amener ces véhicules-là aux États-Unis explique pourquoi on le retire du marché. Ouais. Mais en même temps, on a mis énormément d'énergie pour commercialiser ce produit-là. Et là, on le retire des tablettes. Non, pas au Canada. Non. Mais au Canada aussi, là, c'est difficile d'en vendre en ce moment. Il y a une dégringolade des ventes de ce produit-là qui n'est pas vilain, mais qui a vraiment été mal mis en marché dès son arrivée. Ça fait mal à Nissan, en fait. Oui. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai essayé plusieurs fois, le Nissan Aria, puis je trouve qu'il s'est amélioré, mettons, dans la dernière année. C'est spacieux, c'est beau, c'est bien fini à l'intérieur. Confortable. C'est pas excitant à conduire, là. C'est pas l'objectif. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'autonomie, puis il est très confortable, comme tu dis. Donc, c'est un trop de variantes, trop de nomenclature complexe. Oui, puis aussi, dans les premières années où est-ce qu'on l'a commercialisé, il était trop cher pour qu'est-ce qu'on offrait. Il n'était pas compétitif. Il n'était pas compétitif. Là, il est arrivé, mais c'est peut-être un peu trop tard aussi. Là, espérons qu'on ne fera pas la même erreur avec la nouvelle Leaf parce que ça va être un produit d'importance pour le marché québécois particulièrement où on aime les plus petits véhicules électriques qui pour moi sont plus pertinents qu'à peu près n'importe quel autre véhicule électrique du marché. Alors, je pense qu'on a appris là. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto.
Cette semaine, Antoine, tu as été voir un véhicule à Montréal parce que justement, le véhicule, on l'attendait depuis longtemps, mais il vient de débarquer au Canada. C'est la Honda Prélude. La Honda Prélude qui fait un retour après 25 ans sur le marché. Il fut une époque où on n'y croyait plus du tout. Puis évidemment, si on recule dans l'historique de la Honda Prélude, c'est une voiture qui a été lancée en 1979, qu'on a commercialisée sur 5 générations. Et ceux qui se souviennent du modèle de dernière génération qui a été lancé en 97, bien, déjà, c'était audacieux pour Honda de poursuivre l'aventure alors que tout le monde abandonnait les sportives à cette époque-là. Là. Disparition de la 240 SX chez Nissan, Celica chez Toyota. Ben, Celica, on l'a tiré. Mais tu sais, bon, les Eagle Talon de ce monde, tout ça, c'était disparu du marché. Et Honda revenait à la charge avec une Honda Prélude qu'on a commercialisée jusqu'en 2001 avant de définitivement tirer la plug. 25 ans plus tard, on revient avec ce nom-là. On avait dévoilé le fait de la ramener sur le marché au salon de Tokyo en 2023. J'étais présent sur place. J'avais pu admirer son design qui est totalement fidèle à ce qu'on a dévoilé. Là. Ouais. À quelques virgules près, c'est la même carrosserie. Mais ce qu'on nous avait dit à Tokyo à l'époque, c'était que la Prélude allait être une voiture 100% électrique. Et puis, il y a beaucoup de constructeurs qui disaient ça dans ce temps-là. Ceux qui nous écoutent en vidéo aperçoivent la voiture en ce moment. Il faut se remettre dans le bain de l'époque. C'est qu'à Tokyo, on avait dévoilé que des concepts ou des voitures de production électrique ou à peu près. C'était la grosse vague de véhicules électriques à ce moment-là. Honda s'est ajusté rapidement, revenant à la charge en mentionnant que la Prélude allait finalement être une voiture à motorisation hybride. Et c'est là qu'on a compris essentiellement qu'on allait utiliser la mécanique de la Civic hybride, de l'Accord hybride qu'on allait greffer à ce coupé sport et que la base de la Prélude, c'était essentiellement la Civic. Parce que si vous regardez les proportions de la nouvelle Prélude, ben, ce sont celles d'une Honda Civic, c'est le même empattement. En quelque sorte, vous pourriez même considérer la nouvelle Prélude comme la nouvelle Civic coupée, mais avec ce petit zeste de sportivité supplémentaire, parce que l'objectif ultime du coupé Civic, commercialisé uniquement en Amérique du Nord, c'était pas d'offrir une conduite ultra sportive, sauf dans le cas de la Civic SI, alors qu'ici, ce qu'on veut, c'est amener la performance dans un coupé plus sportif, mais qui a aussi cette vocation d'avoir une voiture super frugale, super économique à la pompe. Alors, la conception de la nouvelle Honda Civic, c'est basé, bien sûr, sur la nouvelle Prélude, pardon, c'est basé sur celle de la Civic. C'est le même châssis, mais on mélange quelques éléments et ça, je trouve ça intéressant. Donc, motorisation complète de la Civic hybride. Donc, il n'y a pas de boîte manuelle, c'est la déception pour bien des gens. Mais en même temps, ce qu'on obtient, c'est tout le berceau avant qui provient de la Type R. Donc, la suspension, le sous-châssis avant, tous les éléments suspenseurs proviennent de la Civic Type R. Les freins Brembo, ça vient de la Civic Type R aussi. Donc, frein à disque de 13,8 pouces à l'avant, étrié à 4 pistons. Pour une voiture qui est pas 1 kilo plus lourde qu'une Civic hybride, je pense que ça risque d'être bien intéressant. Mais côté performance, ça va être à peu près la même chose parce que c'est 200 chevaux. C'est exactement la puissance qu'on avait dans la dernière Prélude il y a 25 ans. Mais évidemment, on a une voiture qui a beaucoup plus d'éléments de sécurité, qui est un petit peu plus lourde, qui t'offrira pas le même niveau de performance, ou en tout cas, les mêmes sensations, c'est sûr. Que la différence aussi, c'est qu'on n'a pas une transmission à variation continue, on a une transmission directe. Là, en fait, c'est ça, il n'y a pas de transmission. C'est un peu comme une voiture électrique. C'est ça. Sauf qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient simuler des changements de rapport avec un mode qu'on appelle Sport Plus. C'est un bouton qui est placé sur la console. Il y a même des paliers de changement de vitesse derrière le volant pour, encore une fois, simuler des changements de rapport. On dit chez Honda que c'est super efficace. Très, très hâte d'essayer cette technologie-là parce que c'est une première application dans le cas de chez Honda. Et ça risque au final d'être un coupé qui n'aura pas la vocation d'aller impressionner sur un circuit, mais qui va donner
de belles sensations de conduite en permettant aux gens de conduire une voiture facile à utiliser au quotidien. Je rappelle aussi que c'est une voiture hatchback. C'est une première pour la Prélude. Tous les coupés Prélude ont été des voitures à coffre fermé dans le passé, mais là, on a affaire à une hatchback. Polyvalence plus intéressante que si ça avait été un coupé traditionnel. Grande ouverture au niveau du coffre. Volume cargo qui est vraiment pas si mal. Comprenez un truc, par contre, pour s'asseoir à l'arrière, il faut mesurer. Faut pas être grand. Là. Ouais. Je m'en allais saluer Pierre-Olivier Zappa, mais l'idée, c'est d'expliquer aux gens que faut pas que tu mesures 6 pieds 3 pour t'installer à l'arrière de cette voiture-là, parce que tu vas avoir le cou cassé comme ça. C'est pas une voiture extrêmement... C'est pas une voiture faite pour une vocation familiale, mais il y a 2 places assises à l'arrière. Ouais, symbolique, là. Symbolique, mais il y a quand même un certain dégagement aux jambes. Il y a un plancher qui est relativement plat aussi. Alors, il y a une possibilité d'utilisation là-dedans qui est quand même intéressante pour un coupé sport. Mais c'est une voiture à traction. C'est une voiture que vous pourrez utiliser toute l'année durant. C'est pas comme une Toyota GR86, par exemple, qui est une sportive peut-être un peu plus aguerrie, mais propulsée, moins pratique l'hiver, moins d'espace. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, très, très hâte de voir comment cette voiture-là va se comporter. Vous voyez à l'écran présentement l'espace cargo qui est quand même assez généreux. Très hâte de voir comment cette voiture-là va se comporter et surtout le rôle qu'elle va jouer. Parce que l'idée primaire de ramener une Prélude sur le marché et de ramener le nom Prélude, c'est que ça puisse résonner dans l'imaginaire des nostalgiques chez Honda et que ça puisse donner un petit oomph à l'image de marque. Parce que à travers les HR-V, CR-V, Pilote, Passport, Odyssey, en gris, noir, blanc, c'est dole longtemps. Tu sais, les puristes ou les nostalgiques de la marque aussi, tu regardes dans les années que tu parlais tantôt de la Prélude, la Prélude avait ses propres composantes, avait le moteur H là, qui était particulièrement pour la Prélude comparativement à la Civic, tu as des séries B, etc. Maintenant, on prend tout de la Civic puis on fait une Prélude avec. Fait que c'est sûr que quand tu sais ça, c'est comme un petit peu, pas plate, mais tu te dis, on me donne une Civic un peu remâchée, une Civic hybride un peu remâchée. Par contre, c'est impossible de faire ça en ce moment, de faire un véhicule comme on le faisait avant, une sportive dédiée, avec un moteur dédié, avec un châssis. Avec un châssis dédié, impossible. Bon, impossible. Il y a quelques exemples qui existent encore. La Miata, la Mustang. Mais ça, c'est des vétérans. C'est des cas d'exception. Puis c'est ça, c'est soit qu'on étire de vieilles structures ou qu'on les partage. Alors, l'exemple, c'est la Supra. Dont la structure est partagée avec la Z4 chez BMW, la GR86 qu'on vend aussi chez Subaru. Des structures partagées comme ça. On a même partagé, ceux qui s'en souviennent, l'ancienne structure de la Mazda MX-5 avec la Fiat 124 Spider qu'on surnommait la Fiata. C'était ça quand même. La raison pour laquelle Fiat a pu vendre ça, c'est parce qu'on a utilisé une technologie provenant de chez Mazda. Honda, pour pouvoir relancer une Prélude, n'avait pas le choix de faire appel à des composants déjà existants. Mais sais-tu ce que je trouve brillant dans la stratégie de la Prélude? C'est que on s'est fié longtemps sur le fait qu'on avait une Civic SI pour garder les amateurs de la marque en haleine. On a amené à un certain moment donné la Civic Type R en se disant, cette bagnole-là va rehausser l'image de marque. Mais ça a plus ou moins fonctionné. D'abord, parce que c'est une voiture qui a été vendue en quantité limitée. Deuxièmement, parce qu'on ne pouvait pas être nostalgique d'une Civic Type R chez nous en Amérique du Nord, puisque la voiture n'a pas été vendue à une autre époque chez nous. Elle a été lancée sur le marché japonais en cours d'année 1996, mais ça, les gens ne le savent pas chez nous. Alors que la Prélude, elle a été lancée en 1979 et on l'a vendue jusqu'en 2001. Fait que ma génération, et même les plus vieux, se souviennent de la Prélude, vont revoir ce nom-là, apposé sur une voiture dont la carrosserie est vraiment différente de celle d'une Civic. Et c'est là qu'on va réussir à rehausser, je pense, l'image de marque du constructeur. Mais ça ne veut pas dire qu'on va en vendre. Et ça, c'est l'autre truc. Ce qui m'a profondément déçu, c'est que Honda nous a mentionné ne pas avoir de gros objectifs de vente avec cette auto-là. On va
en vendent à peine plus en 2026 que le nombre de Civic Type R qu'on a vendu jusqu'à maintenant. Oh, OK. Fait que c'est quelques centaines d'unités seulement. C'est une voiture qui est fabriquée au Japon, qui sera à tirage limité. Oh, non. Moi, j'ai l'impression... J'entends les signes de piastres, le ting, de ting. Non, mais tu sais, au niveau du prix, là, dites-vous que ça va coûter entre 45 et 50. Ah, OK. Parce que ce qu'on nous a dit, c'est qu'on serait à mi-chemin entre un top-of-the-line Civic Touring OK. hybride OK, tant mieux. et une Civic Type R. Parfait. La Civic Type R au PDSF est à 53 100 Ben oui. puis une Civic Touring hybride, on frôle le 40 000. Donc, on va être dans le milieu de ce territoire-là. C'est pour ça que je te dis, entre 45 et 50, OK. on est dans la vérité. Il y a une version, 3 choix de couleurs au Canada. Celle que vous avez vue à l'écran, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, elle est de couleur bleue. On ne l'aura pas au Canada. Ça, c'est exclusif au marché américain pour l'Amérique du Nord. Chez nous, ça va être le traditionnel gris-noir, c'est pas vrai, blanc-noir-rouge, pardon, avec toutefois cette possibilité d'avoir un intérieur de couleur marine et crème dans le cas Oui. de la peinture blanche qui est vraiment jolie. Ça serait probablement mon choix parce que sinon, c'est noir à la grandeur en dedans et ça manque un petit peu de contraste. Mais à tout le moins, la finition est plus belle que dans une Civic. On a de l'Alcantara, des surpiqûres, des trucs qu'on amène qui sont un peu distinctifs. Je trouve que la voiture a vraiment une belle gueule. À ce niveau-là, c'est réussi. Mais c'est dommage de savoir que ça va être une voiture à tirage à ce point limité. Ça veut dire qu'on va en vendre quoi? 2-3 fois moins que le nombre de GR 86. Tu sais, c'est l'aspect. C'est pas beaucoup d'ambition. C'est très... Puis j'espère juste un truc, c'est que ça ne deviendra pas une autre Honda Insight. Tu sais, Honda a vendu chez nous beaucoup de voitures fabriquées sur le marché du Japon et on l'a amené ici juste parce qu'on pouvait le faire, mais on n'avait aucune intention d'en vendre. Puis on aurait pu, là. Ben, tu sais, l'Insight, la Clarity, la Civic hybride des années 2010, c'est-à-dire 12, 13, 14, ça a été offert chez nous. Qui s'en souvient? On en a vendu tellement peu de ces voitures-là qu'on les a complètement oubliées. Ouais. Et évidemment, c'est une question de rentabilité pour Honda qui souhaitait vendre davantage de voitures fabriquées au Canada sur le marché du Canada. Mais là, dans le cas de la Prélude, l'objectif est un peu différent de celui de l'Insight. C'est-à-dire que l'Insight n'apportait rien au niveau de l'image de marque. Alors que la Prélude va, encore une fois, résonner dans l'imaginaire des gens. Et c'est là que je pense qu'on va gagner. Mais encore faut-il être capable d'en avoir. Ouais. Alors, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Et je pense que même si la voiture coûte passablement cher, là, ça ne sera pas donné, le fait d'en avoir quelques milliers d'unités à tout le moins pour suffire à la demande, il y a des gens qui vont vouloir ça. Là. Cette voiture-là, c'est une hatchback. Il y a 2 places très confortables à l'avant. C'est une voiture qui va être facile à conduire au quotidien, qui ne demandera pas beaucoup de compromis. Et pour bien des gens, ça va être correct. Alors, d'avoir une voiture économique, parce que ça va rouler à 5... On dit 5,4 litres au 100 en moyenne combinée, mais tu sais que tu vas être capable de faire autour de 5 litres en ville. Avec cette motorisation. Une voiture qui va rouler à 5 litres, 5 litres et demi au 100, qui va te donner de la performance, qui va avoir un beau look, qui est polyvalente, ça va se vendre. C'est pas vrai que même si la voiture est un peu chère, on va la bouder. C'est ce que les gens veulent avoir aujourd'hui. Puis comme tu dis, avec l'image de marque, on n'a pas fait l'erreur de mettre Prélude sur un utilitaire, comme par exemple avec le RSX du côté d'Acura, où est-ce qu'on l'a mis sur un utilitaire. Soit dit en passant, peut-être que ça va changer. C'est ça. Mais je veux dire, on ne l'a pas fait cette erreur-là de prendre ce nom-là puis de le mettre sur un utilitaire. Puis dire, comme ce que Chevrolet est sur le point de faire avec un VUS Camaro. Ça me rend presque violent de le savoir. Peux-tu croire? Enfin bref, j'ai très, très hâte de conduire la Prélude. Elle arrivera chez nous en tout début d'année 2026. On aura la chance de la conduire d'ici le mois de novembre. Évidemment, je pourrais vous en donner mes impressions, mais en même temps, on a une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler parce qu'on en connaît les composants. Espérons. La seule petite déception, en terminant, versus une Civic Type R ou une Civic SI, on n'a pas de différentiel autobloquant à l'avant. Mais sur une hybride qui a un couple initial électrique, j'imagine que sur le plan technique, c'était pas possible de l'offrir parce qu'on n'a pas de transmission. Avec la pas transmission. C'est ça, tu sais. On n'avait pas cette possibilité de pouvoir l'offrir, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner au chapitre du comportement routier. Est-ce que ça va être vraiment différent d'une Civic hybride actuelle ou est-ce que ça va en être très, très proche? À suivre. Le guide de l'auto.
Louis-Philippe, tu es dans une phase d'essai de Porsche 911. Tu te fais plaisir. Je sais qu'en ce moment, tu conduis la GT3. Tu as conduit la semaine passée la nouveauté d'importance chez Porsche, qui est la GTS T-Hybrid. Oui. Et tu connaissais la GTS qu'on vendait juste avant celle-là. Comment est-ce que tu compares la nuance des deux modèles? Parce que c'est un facteur important, là. Oui, c'est un facteur important parce que... La GTS, c'est une voiture qui s'adressait à des puristes. Oui, avec toutes les bonnes composantes dedans. On avait parfait équilibre. C'est ça, le moteur 3 litres biturbo, tout mécanique, pas d'hybridation, etc. Et puis, maintenant, évidemment, on a un moteur 3.6 simple turbo, à assistance électrique, et on a un autre moteur électrique entre le moteur et la transmission. Donc, on a quand même une composante électrifiée qui est capable d'être régénéré, etc. Tout changé là, comme mécanique. Pas la même affaire pantoute, pas la même dynamique, mais 532 chevaux pareil là, versus un petit peu moins là, qu'on avait, je pense, en dessous de 500 pour l'ancienne GTS. C'est un véhicule, on peut pas dire que c'est pas rapide, que c'est pas... les accélérations sont pas bonnes. On a une accélération là, juste quand on touche, on frôle l'accélérateur et c'est giddy up, là, comme on dit en anglais. C'est très, très, très rapide avec la transmission PDK. Ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de manuel. Parce qu'il n'y a pas de manuel à cause du système d'hybridation. C'était impossible. Donc, on a un véhicule qui est très rapide, mais pour répondre à ta question, tu sais, il y a toujours dans l'industrie aujourd'hui des véhicules qui sont plus avancés sur le plan technique, qui gagnent en composante d'électrification versus leurs véhicules précédents. Puis, sur le plan technique, on voit toujours qu'il y a des améliorations, mais il y a aussi ce que j'appelle dans le jargon de mécanique, c'est le butt dyno. Ça veut dire qu'est-ce que tu ressens dans ton fessier quand tu conduis le véhicule. Puis c'est sûr que c'est pas le même feeling. Électrifié comme accélération, c'est très efficace, c'est vite, mais avec la GTS, on avait cette espèce de courbe-là qu'on devait suivre un peu pour que les turbos entrent en pression, etc., qui contribuait un peu au plaisir de conduire de ce véhicule-là, sans enlever rien à la mécanique T-Hybrid, qui est quand même... Le véhicule... c'est juste... La 911 est meilleure qu'elle n'a jamais été. C'est un petit peu trop facile. C'est très facile, extrêmement domestiqué, parce qu'on l'a dit, la GTS, c'est un peu la track car pour la route. Mais là, on est encore plus haute pour la route. Là. Tout le monde peut conduire ce véhicule-là facilement. Puis, évidemment, elle est un petit peu plus pesante. Je pense qu'on a 50 kilos de plus à cause du système hybride. Écoute, la 911 s'améliore constamment et tout le temps, puis on est capable de composer avec des augmentations de poids et des réglementations pour les émissions, etc. On le fait très bien chez Porsche, puis je trouve que c'est un véhicule qui est exceptionnel à conduire. Mais encore là, si vous êtes un puriste, c'est un équilibre entre les deux qui va peut-être demander une petite période d'adaptation pour le T-Hybrid, parce que justement... Mon point est là. Est-ce qu'on ne va pas perdre une partie des puristes qui s'intéressent à cette auto-là, qui pourraient finalement reculer d'un pas et aller vers une Carrera S ou une T? Oui, exactement. T, c'est moins puissant. Oui, c'est moins puissant, mais tu sais, c'est ça. Je pense que le catalogue Porsche a encore un peu de tout pour tout le monde qui a les budgets pour se les acheter. Oui, mais on élimine les manuels On élimine tranquillement les manuels, évidemment. La Turbo S qu'on vient de dévoiler va utiliser la technologie de la T-Hybrid. Oui, avec un turbocompresseur additionnel qui va aller chercher encore plus de puissance. On en parlait la semaine dernière, je pense que c'était 702 chevaux. Donc, imagine. Mais tu sais, la GTS va s'être transformée peut-être pour offrir une option à des gens qui regardent le chiffre de puissance, puis qui se disent, je veux avoir celle-là parce que pour moi, j'aime l'accélération rapide avec l'électrification, tandis que les autres acheteurs peuvent se tourner vers les modèles qui sont encore plus mécaniques. Mais encore là, il faut les essayer pour faire le choix, pour aller chercher la sensation, comme je disais, le butt dyno, là, parce que j'aime ça faire une analogie que j'ai essayé le nouveau, entre guillemets, RAM MI, là, une couple de semaines de ça. Et puis, quand j'énumérais les variantes, le moteur Hurricane est plus puissant dans ces deux variantes. Il y a plus de couple, il y a plus de puissance, etc. Mais quand tu embarques dans le RAM 1500 MI, tu as l'impression que tu vas plus vite, tu as l'impression que c'est plus mécanique, tu as la sonorité. C'est une bonne comparaison de dire, il y a des acheteurs qui vont aller vers le Hurricane parce que c'est plus efficace, plus puissant, des acheteurs qui vont aller vers le MI parce que c'est un MI, maudit, puis c'est ça qu'ils veulent. Ça va être la même chose. On parlait de la Prélude il y a quelques instants.
une Civic hybride fait 200 chevaux, une Civic SI fait 200 chevaux. Ouais. On s'entend-tu que c'est pas la même expérience de conduite? C'est pas la même expérience de conduite en arrière. C'est ça. Faut vraiment... Puis évidemment que, pas besoin de vous dire que la Civic SI à boîte manuelle, elle vit sur du temps emprunté. Ouais. Il en reste pas pour longtemps. Non. Elle vit aux amateurs d'ailleurs. Évidemment. Moi, de mon côté, écoute, j'ai conduit quelque chose d'un tantinet moins exotique. Ouais, de bien adapté à la vie de tous les jours. Voilà. Kia Carnival avec motorisation hybride. Toi qui es un propriétaire de Carnival avec le moteur 6 cylindres. V6, exact. Tu es capable de nous faire un peu un parallèle entre les deux. D'abord, je peux vous dire une chose. Une Kia Carnival, c'est un véhicule d'une extrême fiabilité. Le véhicule que je possède, c'est un 2022. Il affiche près de 130 000 km en ce moment. Il n'a pas été ménagé. Il y a des employés qui l'ont surutilisé, surchargé. Et j'ai eu aucun problème de fiabilité. On a fait de l'entretien, bien sûr, mais c'est un véhicule irréprochable au niveau de la qualité. Bon, là, la version 2025 qui a été recarrossée partiellement, elle est plus moderne. C'est la fourgonnette du marché la plus moderne parce que l'Odyssey a vieilli, la Sienna a énormément vieilli et la Chrysler Pacifica / Grand Caravan a 10 ans. Alors, c'est vous dire à quel point Kia, avec cette fourgonnette-là, a le produit le plus moderne entre les mains. Ouais. Arrive avec une technologie hybride, pas rechargeable, contrairement à la Chrysler. Pas de rouage intégral qu'on peut obtenir du côté de chez Toyota avec la Sienna, mais une formule vraiment réussie. Et pour 2026, il y a 4 versions de disponibles avec la motorisation hybride, parce que ce qui manquait l'an dernier, c'était que si tu voulais avoir la version SX, la plus luxueuse, ben, tu étais obligé d'avoir 2 fauteuils capitaines à la rangée centrale. Ah oui. Et ça, c'est pas nécessairement ce que veulent avoir toutes les familles. Donc là, tu ajoutes une version SX qui te permet d'avoir une banquette au centre et donc d'avoir un véhicule 8 passagers, non pas 7. Pour pouvoir accueillir une famille qui ne voudrait pas nécessairement utiliser la 3e rangée de façon inévitable. Bref, c'est un bel avantage. Évidemment qu'on connaît la réputation du moteur 1.6 turbo chez Kia. C'est pas une mécanique qui est sans reproche. Il y a déjà eu des pépins de fiabilité avec ça. Et je sais que lorsque le véhicule est arrivé sur le marché, on a eu des glitches informatiques, il y a eu de la reprogrammation à faire. Cela étant dit, le véhicule que j'ai conduit, j'ai eu aucun problème avec. J'ai roulé plus de 700 km. Moyenne de consommation combinée à 6,5 litres au 100. J'étais dans des conditions optimales. J'ai pas poussé la machine inutilement, c'est vrai. Mais on annonce une cote moyenne à 7,2 litres au 100. J'ai fait 6,5. Bah oui, alors, c'est meilleur que ce que prétend le constructeur. Parce que sur papier, on est moins frugal que la Sienna là, dans le même genre de configuration. Là. En fait, on consomme plus. Oui, c'est ça. On consomme plus avec le... On consomme un demi-litre au 100 de plus qu'une Sienna. Ouais. Puis la Sienna, si tu prends un modèle à rouage intégral, c'est à peu près la même cote qu'un modèle à roue motrice avant. Donc, il y a un avantage côté Toyota, mais c'est pas la même expérience de conduite. Non. La Toyota, là, c'est une caisse de résonance. C'est mal insonorisé. C'est bon marché à l'intérieur. Ça coûte une fortune. Ça a cet avantage d'être fiable, de se revendre à gros prix, de consommer très, très peu, c'est vrai. Mais la Sienna, elle a vieilli. La Carnival, pour moi, c'est un véhicule... tu as l'impression d'avoir plus de matière entre les mains. Plus confortable, plus solide, plus agréable à conduire. Le fait qu'on ait une transmission automatique conventionnelle à 6 rapports versus une CVT, ça change complètement l'expérience de conduite. Puis honnêtement, il est plus beau, tu sais, je veux dire, dans le sens subjectivement, là, tu sais, avec la Sienna, mettons, on était chercher le look des utilitaires chez Kia. Mais il faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Pendant un certain moment donné, Kia essayait de nous faire croire que c'est un pseudo VUS. C'est une vanne. C'est correct que ce soit une fourgonnette. Je veux dire, tu sais, moi, entre ça,
puis un Hyundai Palisade, là, je suis pas plus excité par un ou par l'autre. Non. Tu sais, un Toyota Grand Highlander, ça me vend pas beaucoup de rêve. Ça reste un véhicule à vocation familiale, c'est juste qu'il n'y a pas de porte coulissante. Ouais. Puis il y a des gens qui ont ça en horreur, mais tu sais quoi, c'est encore ce qu'il y a de plus pratique sur le marché. Plus utilitaire. Et le fait que Kia soit capable de vendre une fourgonnette un peu désirable et un peu le fun à conduire par rapport à ce qu'il y a ailleurs, ben, pour moi, c'est un gros avantage. Alors, puis comme je te dis, 6,5 litres au 100, ça aussi, c'est un bel avantage. Puis ça coûte moins cher que la compétition. Ouais. Alors, une Kia Carnival de base avec tous les frais est autour de 44 000, quand même plus cher que quand moi je l'ai acheté en 2022, pas mal. Mais t'es quand même 5 000 $ de moins que la plus cheap des Chrysler. Et puis, une Chrysler Grand Caravan ne t'offre pas le niveau d'équipement que tu vas avoir dans une Kia, ne t'offre pas la garantie non plus. Juste la finition aussi. Là, Honda, t'es bien au-delà des 50 000 $ dans la version d'entrée de gamme, puis Toyota aussi. Alors, bon, je pense que la Kia est un choix sensé. On n'en a pas assez chez les concessionnaires et c'est la raison pour laquelle on est dans la cave des ventes du segment. On a vendu même moins de Carnival en 2024 qu'on a vendu d'Odyssey sur notre marché, mais c'est vraiment une question d'inventaire. Et il faut que Kia puisse remédier à la situation parce que c'est un produit. Si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, c'est un produit super efficace. Ça se revend à haut prix. Pour vous donner une idée, je suis en train de voir à vendre ma fourgonnette actuellement. Une fourgonnette que j'ai payée 34 300 $ en décembre 2021 et qui se revend actuellement sur le marché autour de 27 à 120 000 ou 125 000 km. Alors, en termes de dépréciation, c'est à peu près nul. Wow. Bon, évidemment, le prix des fourgonnettes a augmenté, alors ça aide énormément. Mais si vous achetez une fourgonnette d'entrée de gamme en ce moment chez Kia, dites-vous que votre dépréciation sur 4 ans ne sera pas plus élevée que 30 %, alors que le résiduel chez Kia est autour de 47-48 %. Alors, achetez-la, ça vaut vraiment la peine parce que moi, mon coût de possession sur 4 ans a été pas grand-chose et j'ai eu une fiabilité irréprochable. On se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne route et soyez prudents. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.